Bonjour tout le monde. Ravi de vous retrouver encore une fois dans la suite du cours sur la partie pré-analytique en biochimie clinique. Dans la suite, je voulais vous rappeler, juste maintenant, j'ai la photo, et de vous rappeler le point de tolérance de remplissage. Il faut remplir le tube. Par exemple, j'en ai dit, c'est un tube d'hémostase avec un anticoagulant de type citrate. Il faut remplir. Vous trouvez toujours ce trait ou une flèche, un trait ou une flèche. Il faut le remplir minimum jusqu'à au niveau de la flèche ou au niveau des traits. Sinon, vous êtes dans le sous-remplissage et pour nous, c'est une non-conformité du prélèvement parce que le tube d'hémostase ou en général l'hémostase, c'est des analyses qui sont trop sensibles. Par exemple, si on part pour ce tube de 2 ml, vous voyez que la flèche elle est là. Donc il faut le remplir au minimum. Il faut dépasser, le sang doit dépasser le niveau de la flèche pour que votre prélèvement soit conforme. Voilà. Euh, dans la suite, on passe à un prélèvement que je dis un prélèvement qui est très fréquent et très demandé, euh, surtout au niveau des urgences. Nous, au laboratoire, en général, au niveau des CHU, on traite minimum 10 ponctions à lombaire par jour et en général c'est un geste qui est très fréquent surtout au niveau des urgences lors d'une suspicion de méningite ou d'hémorragie méningée. Voilà, donc c'est un geste facile, voilà, et qui peut donner rarement des effets indésirables qui sont euh, des effets indésirables, de grands effets indésirables, comme les hématomes périduraux. Voilà. Donc c'est trop rare. C'est en général des maux de tête après la ponction lombaire. Donc on doit ponctionner le liquide céphalorachidien. Donc comme vous le savez, au sein du système nerveux central, il y a le LCR qui occupe les espaces leptoméningés péricérébraux et spinaux, ainsi que les ventricules cérébraux, soit un volume total chez l'adulte de 140 plus ou moins 30 ml et il a un rôle de nutrition, de protection. Voilà, le liquide céphalorachidien qu'on appelle LCR en général produit en, en majorité au niveau des plexus choroïdes, troisième, quatrième ventricule et en partie des capillaires cérébraux, des tissus épandymères et des liquides interstitiels. Voilà, sa production elle est continuelle, elle est continuellement renouvelée et sous la dépendance des échanges entre les différentes barrières. La barrière hémato-encéphalique, donc les échanges entre ce système nerveux central, sang et liquide céphalorachidien sont sous le contrôle de trois barrières. La barrière hémato-encéphalique, sang, système nerveux, la barrière encéphaloméningée entre le système nerveux et le liquide céphalorachidien et la barrière hématoméningée entre le sang et le LCR. Voilà, donc comme je l'ai dit, je le rappelle, c'est un prélèvement qui est fréquent. On reçoit au niveau du laboratoire, au niveau du CHU, minimum entre 10 et 20 par jour. Donc voilà, c'est un acte fréquent et vraiment un acte médical fréquent. On va un petit peu s'attarder pour bien expliquer. Donc la ponction lombaire est un prélèvement du liquide céphalorachidien au niveau de l'espace sous-arachnoïdien lombaire à but diagnostique ou thérapeutique. Voilà, dans notre cas du laboratoire, c'est plutôt le but diagnostique.
Voilà, dès maintenant, je peux vous dire que le LCR, elle est très demandé hein, pour faire des analyses de biochimie et il y a maintenant un grand nombre de biomarqueurs, surtout les marqueurs des maladies neurodégénératives, comme surtout pour l'Alzheimer, il y a maintenant des marqueurs qu'on appelle biomarqueurs. C'est le cours qui va suivre. On va parler de la notion de biomarqueur de l'Alzheimer. Voilà, et c'est un examen qui est très très demandé. Voilà, j'ai dit que les indications, donc c'est les infections, comme on vient de dire, du système nerveux central et de diagnostic d'hémorragie arachnoïdienne en oncologie, les maladies inflammatoires, voilà, le syndrome de Guillain-Barré, la sclérose en plaques, là, les maladies à prions, hein, les démences et les troubles du turnover céphalorachidien. Et puis, il y a le rôle thérapeutique et une ponction lombaire évacuatrice dans le cadre de l'hydrocéphalie, ou bien donc l'anesthésie spinale ou épidurale. Donc les contre-indications, donc il y en a plusieurs, hein, et on va citer que les contre-indications formelles, c'est la suspicion d'hypertension euh, intracrânienne, puis les infections locales au point de ponction, et puis il y a les troubles de l'hémostase, ou les troubles qu'on appelle les troubles de la crase. Voilà, soit des thrombocytes qui sont inférieurs à 50 giga par litre, un linéaire supérieur à 1,5. Donc c'est des ou l'hémostase primaire donc avec un temps de saignement qui est supérieur à 7 minutes. Donc c'est des troubles de l'hémostase de ces paramètres. Vous allez les voir en hématologie. Bien. Ou carrément un refus explicite ou présumé par le patient, parce qu'en général, une ponction lombaire, c'est toujours on a peur et bon, ce qu'il faut faire, c'est en général d'essayer de montrer au patient que c'est facile et d'essayer un petit peu de lui simuler, si on peut le dire, le geste, apparemment, voilà, pour l'aider un petit peu à accepter le geste. Voilà. Ce qui est important, bon, moi en tant que biologiste médical, ce que je veux vous dire, hein, bon, c'est très important d'aviser le laboratoire avant de prélever et d'ajouter la mention urgent. Parce que au niveau de laboratoire, moi je dis que c'est un prélèvement qui est noble. Hein. On ne va pas prélever le patient deux fois, donc il faut lui réserver un traitement spécial. Donc les gens en général, dans les laboratoires, il faut les aviser hein, avant de prélever et ajouter la mention urgent. Et surtout que c'est en général c'est une PL, peut-être une urgence aussi. Voilà, donc le prélèvement, donc voilà, c'est un prélèvement simple qui se fait dans le canal lombaire et entre la troisième et le quatrième, la troisième et la quatrième vertèbre lombaire, où vous voyez c'est la moelle épinière, elle s'arrête là, euh, au milieu du dos, et on va prélever au niveau du rachis lombaire entre la troisième vertèbre lombaire et la quatrième vertèbre lombaire, ou entre la quatrième et la cinquième vertèbre lombaire, c'est toujours, on va venir, donc le médecin va venir par derrière, comme vous le voyez, et en général, vous allez voir le geste qu'il va, voilà, avec, il va prendre les hanches et saisir l'espace interépineux où il va faire entrer l'aiguille hein, et pour prélever le liquide céphalorachidien. Voilà. Donc c'est un geste médical qui n'est pas sans risque. Donc il faut faire une désinfection préalable. Ça vous allez voir dans les services cliniques lors de vos stages, Inch'Allah, en troisième année. Voilà, donc en général, on prélève
3 tubes stériles acheminés rapidement au laboratoire. Donc c'est le premier tube, c'est le tube de la biochimie. Donc quand on enlève le mandarin, et voilà, c'est les gouttes qui tombent. C'est le premier tube de collecte, ce sera pour la biochimie. Et le deuxième tube, encore stérile pour la bactériologie. Le troisième pour la cytologie et l'immunochimie. Peut-être pour les malades, on peut ajouter un quatrième pour la parasitologie, mycologie. Voilà. Donc le total pour un adulte, on prélève entre 10 à 15 ml et pour l'enfant entre 5 à 10 ml. Voilà. Donc comme j'ai dit, bon, c'est dans le cadre des méningites. On va doser en biochimie la glycorachie et la protéinorachie. Voilà. Et dans le cadre de, en général des méningites bactériennes, on va trouver que la glycémie elle est basse. Et puis là, les méningites en général bactériennes, et c'est pas le cas pour les méningites virales. Et puis on a les protéines. Aussi, le taux des protéines qui est élevé dans le cadre des méningites bactériennes. Comme je viens de le dire, on peut faire aussi l'électrophorèse du LCR dans le cadre de la sclérose en plaques. On va rechercher plusieurs biomarqueurs, biomarqueurs comme les biomarqueurs de l'Alzheimer, par exemple, ce que je viens de le dire. Très bien, on passe maintenant au liquide pleural. Le liquide pleural, dans le cadre, quand votre malade il a un épanchement pleural, donc la présence d'un épanchement pleural correspond toujours à un état pathologique, un déséquilibre entre les différents processus de formation et d'épuration des liquides dans la cavité pleurale. Donc le prélèvement se fait par ponction, en drainage. C'est un acte médical. Donc tout épanchement pleural doit être ponctionné, voilà, et la localisation de l'épanchement se fait par imagerie. Voilà, le but, en général, pour la biochimie, c'est diagnostic et ou thérapeutique. Voilà, dans le cadre de laboratoire, c'est toujours un diagnostic dans le cadre d'un but diagnostique ou thérapeutique. Voilà, donc pour nous, au laboratoire, c'est ce qu'on voit, c'est les buts diagnostiques. Voilà, donc ici au niveau des poumons, un poumon gauche, vous voyez ici, il y a un épanchement pleural et qu'on va drainer par cette syrinx, cet épanchement pleural, voilà. Et vous voyez, après drainage, vous voyez, il y a une nette amélioration. Très bien, donc on va noter, nous, en biologie, l'aspect du liquide pleural. Est-ce qu'il est sérohématique? Est-ce qu'il est c'est un trouble? Est-ce que c'est un liquide chileux? Comme vous voyez, on va classer le liquide pleural en transsudat ou en exsudat. Transsudat, quand les protéines sont inférieures à 30 grammes par litre, et LDH il est inférieur à 200 unités internationales par litre. Les dosages des protéines de LDH, on va les voir. Juste rappelez-vous des valeurs. Un exsudat, c'est quand il y a beaucoup de protéines et LDH élevé, supérieur à 200 unités, et les protéines supérieures à 30 grammes par litre. Quels sont donc l'exudat a ses étiologies, donc il ouvre un diagnostic différentiel très large, et les transudats, il ouvre aussi un diagnostic qui est beaucoup plus restreint. Donc c'est le sens de l'orientation. Et puis on peut doser le cholestérol. S'il est élevé, vous voyez, la flèche elle est tombée. Donc si le cholestérol il est élevé, ou le taux de cholestérol il est élevé dans le liquide pleural, c'est en faveur d'un processus tumoral. Si les triglycérides sont élevés, c'est en faveur d'un chylothorax. Et puis on peut doser l'acide hyaluronique dans le cadre du diagnostic de mésothélium. Voilà.
Très bien, on passe à un liquide, bon, euh, qui n'est pas du tout demandé, voilà, juste à titre indicatif, le lavage broncho-alvéolaire, LVA. Donc, on voit pas beaucoup on voit pas du tout en biochimie, mais juste pour vous citer tous les types euh, de, de, de lavage. Donc, le lavage broncho-alvéolaire est réalisé pendant une bronchoscopie souple, c'est un outil diagnostique peu invasif qui permet de caractériser en général la santé des alvéoles. Voilà, le LBA, il va fournir des informations utiles à la recherche d'un pathogène ou d'une pneumopathie interstitielle. Donc vous voyez, je ne vais pas trop tarder sur le liquide broncho-alvéolaire parce qu'il n'est pas demandé en biochimie. Le liquide d'acide, donc l'acide est défini comme un épanchement liquidien péritonéal non sanglant. Donc la ponction d'acide, on va retirer des liquides d'épanchement dans le péritoine. Et là, un diagnostic et ou thérapeutique. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le visé diagnostic. Voilà, donc, vous voyez, au niveau des péritoines, on va drainer le liquide d'acide, fluid in the peritoneal cavity, la cavité péritoniale, et on va drainer le liquide d'acide. Voilà, vous voyez les gestes que vous allez voir dans votre stage. Donc les principales causes d'acide, les principales causes, c'est la cirrhose, autres maladies hépatiques, insuffisance cardiaque, pancréatite, donc le cancer. Donc voilà, je ne cite pas toutes les principales causes d'acide. Voilà, et on passe au liquide articulaire. Liquide articulaire, euh, c'est un épanchement où, où l'épanchement articulaire et l'accumulation pathologique du liquide synovial dans la cavité articulaire. Elle a toujours deux buts, un but diagnostique comme on peut avoir un but thérapeutique aussi. Pour le but diagnostique, c'est de déterminer la nature d'une arthrite par l'analyse de l'épanchement. Donc voilà, et confirmation d'un diagnostic évoqué par un tableau clinique pour polyarthrite rhumatoïde où la clinique euh, va orienter les arthrites microcristallines. On va voir les cristaux. Voilà, donc voilà le liquide synovial qu'on va et pour l'épanchement articulaire qu'on va drainer. Donc quatre types d'épanchement. On peut avoir le liquide articulaire normal. Il a un aspect jaune paille et il est très très visqueux. Un liquide mécanique ou non inflammatoire, il est jaune clair, transparent, il est visqueux. Mais un liquide inflammatoire, il est peu visqueux, il a une couleur citrin et turbide. Un liquide purulent, un liquide articulaire purulent, il est très trouble et la viscosité, il est variable. Et un liquide hémorragique, ce qu'on appelle une hémarthrose, il est rouge ou rose ou brun, il est incoagulable, pas de fibrine. Voilà, les contre-indications sont les infections du site de ponction, par crainte d'ensemencer une articulation, donc faites attention euh, quand il y a une infection du site de ponction. Une bactériémie suspectée, bactériémie ça veut dire présence de bactéries dans le sang, par crainte d'inoculer un saignement intra-articulaire des germes circulant à l'intérieur de l'articulation. Et c'est vraiment difficile à traiter. Les troubles de la coagulation, en général, des coagulopathies ou un traitement anticoagulant. Voilà, le prélèvement il est recueilli sur anticoagulant, citrate et héparine et il faut surtout éviter le déter. Le déter, c'est le tube mauve. Voilà. Donc, dans le liquide articulaire, on va voir ici, on va doser les protéines qui sont le taux de protéines qui est élevé dans le liquide articulaire inflammatoire
Et puis, s'il est infecté, on va voir que le taux de glucose dans le liquide articulaire il est bas. Et aussi est bas dans les liquides inflammatoires. On va faire un dosage immunologique comme le facteur rhumatoïde, qu'on va faire un dosage parallèle au sang. Bien, et on va finir par les urines. Donc les urines, on a deux types de prélèvements hein, pour les urines. Il y a les urines de 24 heures et puis il y a les échantillons urinaires qu'on appelle les spots urinaires. Nous, en biochimie, ou le gold standard en biochimie, c'est les urines de 24 heures. Les urines de 24 heures, c'est le gold standard en biochimie. Si on ne peut pas recueillir les urines de 24 heures, bon, pour une raison ou pour une autre, les malades gravataires, l'urgence, dans le cadre d'un bon en pédiatrie, on peut voilà tolérer avoir un spot urinaire et on va ajouter la créatinurie qui va nous donner une idée sur la manière de collecte et est-ce que la collecte a été bonne ou pas. Voilà. La conservation des urines, elle est très simple, elle est à 4 degrés. Voilà, pour éviter la pullulation bactérienne. Pourquoi 4 degrés? Eh ben, pourquoi ne pas le faire à température ambiante? Ben, pour éviter la pullulation bactérienne et la multiplication des bactéries. C'est à 4 degrés. Voilà, on a parlé que le gold standard, c'est les urines de 24 heures. Donc, comment faire pour avoir les urines de 24 heures? Ça, il faut l'expliquer aussi à vos patients. Donc, le matin, vous allez vous relever bon, à 8 heures. Donc, à 8 heures, vous allez uriner dans les toilettes. Et puis, vous allez prendre une bouteille et commencer à collecter bon, une bouteille de type bouteille d'eau minérale et commencer à collecter les urines pendant 24 heures. 8 heures, le lendemain à 8 heures, vous allez uriner, hein, vous allez uriner dans la bouteille. D'accord? Comme ça, vous aurez vos urines de 24 heures. Avec ça, on va noter une notion qui est très importante, qui est la diurèse. Donc, la diurèse, c'est le volume des urines. Donc, les volumes des urines qui ont été apportés par le patient. Voilà. Donc, vous allez dire au patient qu'il va apporter la totalité des urines au laboratoire dans les meilleurs des délais le plus tôt possible. Hein. Voilà. Et on va noter la diurèse. Donc, on va noter la diurèse, puis en technique sur un échantillon et le résultat seront rendus en multipliant par le volume. Je viens de le dire, diurèse, ça veut dire le volume des urines. Voilà, en conclusion, donc, il existe d'autres prélèvements, d'autres types de prélèvements qu'on va détailler dans les prochains cours de biochimie. Donc, la qualité de prélèvement, elle a un impact direct sur la qualité des résultats. La qualité du prélèvement dépend aussi de la collaboration clinico-biologique et moi je dis pas seulement le prélèvement mais aussi toute la partie préanalytique elle dépend de la collaboration clinico-biologique et aussi les différents acteurs de soins parce que il y a aussi les personnes qui vont transporter donc, les échantillons des services cliniques au laboratoire. Donc voilà, et sur ce, je vais finir ce cours. Vous avez déjà reçu le cours en format PDF et si vous avez des questions, vous pouvez me saisir par email si vous voulez. Merci beaucoup.